Et je vais en profiter, bien sûr, pour inviter les personnes de la table ronde à venir s'asseoir, même si quelques fauteuils ont été déplacés. Alors, Christiane, si tu veux bien, en tant que présidente, rejoindre un de ces fauteuils. Je vais appeler ensuite Madame Mangas Christine, si elle veut bien venir à ce niveau-là. Monsieur Jean-Pierre Cossin. Bien entendu, Philippe Araou, qui est et Hervé Fauché. Alors, je crois que vous avez des micros qui doivent fonctionner sur les tables. Et bien sûr, il faut démarrer. Donc, je vais laisser la parole à Jean-Pierre Cossin, qui, je pense, était tout prédestiné pour ouvrir cette table ronde. Voilà, merci, messieurs. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir de me retrouver une fois de plus lors de l'Assemblée de la Fédération des centres de gestion. Et cette année, à la demande de votre présidente, j'ai le plaisir d'animer un petit peu cette table ronde qui a pour vocation, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, de s'interroger sur est-ce que les centres de gestion agréés sont des acteurs de la sécurité fiscale. Pour traiter de ces sujets, vous avez vu que nous avons un panel de personnalités. Je vais commencer évidemment par la présidente, Christiane, que je connais depuis de nombreuses années. Elle est présidente depuis longtemps ici, mais elle était aussi présidente du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables de Marseille. Et à cette occasion, nous avons fait plusieurs déplacements et voyages. Il y a évidemment Madame Mangas, qui est la représentante de votre tutelle, qui est la responsable de tous les textes, qui encadre, je pense, ces centres, et qui de fait s'adresse indirectement aux adhérents. Elle sera tout à fait apte à pouvoir répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Et puis il y a évidemment Philippe Araou, qui est un ami, qui est expert comptable à Pau, mais surtout il est premier vice-président du Conseil supérieur des experts comptables. Et la profession et les centres ont des relations évidemment générales, constantes, et même quelquefois un peu conflictuelles, quelque peu, dans le passé, mais tout ça c'est une affaire qui est derrière nous. Et puis, il y a évidemment le représentant local, qui s'est déjà présenté tout à l'heure, je ne vais pas le faire à sa place, Hervé Fauché, qui tout à l'heure aussi participera à ce débat. Enfin, du moins à cette table ronde. La sécurité fiscale dans les petites entreprises, même les très petites entreprises, disons-le, est un sujet complexe. Et puis c'est un sujet qui est toujours débattu. Il suffit de s'interroger sur les divers régimes fiscaux qui peuvent s'appliquer à la TPE. C'est des régimes sans doute les plus difficiles dans la fiscalité française de savoir de quel régime on doit relever. Vous avez des auto-entrepreneurs, ils ne sont pas ici. Vous avez des micro-entreprises, ils ne sont pas ici. Mais peut-être viendront-ils ici, et d'ailleurs il faut l'espérer pour eux. Et puis vous avez des régimes simplifiés, des régimes de TVA, des régimes de franchise. Ce sont des régimes sans doute les plus difficiles qui existent en matière de fiscalité d'entreprise individuelle. Et puis vous avez eu, on en avait débattu dans le passé, le choix de l'entreprise elle-même, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le régime de l'option, pas de l'option pour l'IS. Donc vous voyez que là, il y a évidemment bon nombre de questions que se posent des créateurs d'entreprises, et vous en êtes, et vous savez que vous devez rencontrer des conseils, que ce soit tant auprès des professionnels de la comptabilité, et plus que des centres de gestion dans lesquels vous avez adhéré. Alors la question qui peut évidemment se poser, c'est de savoir si dans cet environnement un peu complexe, les centres de gestion sont utiles et même indispensables à la sécurité fiscale. Il faut peut-être rappeler rapidement
quels étaient les objectifs initiaux de la création de ces centres qui remontent à une quarantaine d'années. Beaucoup d'entre nous n'étions pas nés, mais pas moi malheureusement. Et sur ces objectifs initiaux, ils sont toujours présents en définitive. Quels étaient-ils? D'une part, il fallait rapprocher les régimes d'imposition des indépendants, des commerçants et des artisans, puisqu'au départ, c'était simplement eux qui étaient concernés. C'est plus tard que les professionnels libéraux ont été intégrés dans d'autres structures, avec le régime des salariés. Pour pouvoir harmoniser, ou tenter de le faire, ces régimes fiscaux, il fallait avoir connaissance des revenus des professionnels. Et pour avoir connaissance des revenus des professionnels, il a été imaginé d'avoir une sorte d'organisme volontaire sur la base d'adhésion qui puisse apporter ce confort aux adhérents vis-à-vis des administrations. Et puis, il fallait sans doute une deuxième idée, c'est que l'imposition des professionnels soit proche de celle des salariés. Si on faisait un petit retour en arrière, on se souvient qu'il y avait, pour les salariés qui étaient censés déclarer l'intégralité de leurs revenus, puisque c'était des tiers qui déclaraient pour leur place, donc les omissions, les erreurs, les irrégularités étaient difficiles. Et ils bénéficiaient à l'époque d'un abattement de 20% sur les revenus. Vous savez que cet abattement a été ultérieurement supprimé. Et l'idée, c'était évidemment qu'à travers des adhésions, on puisse obtenir les mêmes avantages. Ça a mis un peu de temps, mais c'est-à-dire les abattements progressifs de 20% pour les adhésions au centre de gestion. Puis vous avez eu la période de la suppression dans le barème de l'impôt sur le revenu des abattements de 20%, ce qui a posé une question très simple, c'était la suivante. S'il n'y avait plus d'abattement, quelles pouvaient être les contreparties qu'on pouvait accorder aux membres des centres agréés? Il a été imaginé, mais pas simplement pour eux, que ceux qui n'étaient pas adhérents subiraient une majoration de 25%. Cette majoration de 25%, elle a été reconnue, de même que le fait de ne pas le faire pour les adhérents a été reconnu par une décision du Conseil constitutionnel, qui est déjà un peu ancienne, puisqu'elle est 2010, je crois que c'est juillet 2010, qui a conforté ce régime. Alors, je veux me permettre une petite remarque personnelle. Je pense, quant à moi, que cette majoration de 25%, qui à l'époque a été critiquée par beaucoup de juristes et de fiscalistes, n'aurait pas pu être mise en place si on ne l'avait pas, si on en avait exigé que les adhérents des centres la subissent. Compte tenu du nombre d'adhérents, plusieurs millions d'adhérents, enfin du moins plus d'un, eh bien, il n'aurait pas été supportable, je pense, que l'on puisse majorer de 25% les revenus qui sont censés être déclarés de manière correcte par les adhérents des centres, sans que la majoration de 25 elle-même ne soit pas applicable. Et je crois que c'est une question qu'il faut toujours avoir à l'esprit, refaire un petit peu d'histoire pour savoir que même cette majoration a été quand même critiquée. La preuve, on est allé au Conseil constitutionnel. Alors, il y a un deuxième volet qui est aussi utile de rappeler, c'est que les centres se devaient, dans ce cadre, d'améliorer les relations entre l'administration et les contribuables et leurs adhérents. C'est une adhésion avec des contreparties, j'en ai évoqué une, fiscale, mais c'est surtout aussi une assistance. C'est aussi une assistance des agents d'administration qui ont instauré, sans doute tout à l'heure, Christine Mangas vous expliquera ça mieux que moi, qui ont instauré une assistance. Et dans le cadre de bonnes pratiques, vous avez des missions de prévention, vous avez un certain nombre de choses qui sont utiles dans l'intervention des agents d'administration qui prennent des positions sur les questions fiscales, et ces positions peuvent renforcer la sécurité dès lors qu'elles constituent une protection, une garantie pour les bénéficiaires. Évidemment,
Il y a la dernière mission, les contrôles de mission, qui aujourd'hui constituent un élément très essentiel de la sécurité fiscale. Il faut que les centres surveillent les engagements que prennent les adhérents. Ça fait partie du dispositif, ce qui veut dire qu'il y a une sincérité des résultats, que les centres doivent vérifier, déceler les anomalies fiscales et peuvent solliciter des informations. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Et puis, vous avez nécessairement des relations avec les experts comptables. Et tout à l'heure, on évoquera cela. Les organismes adhérents ont des échanges avec les experts comptables qui tiennent les comptabilités. Souvent, d'ailleurs, les adhérents ont d'abord un expert comptable et ensuite une adhésion. Tout cela sera traité tout à l'heure. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. On pourrait, dans ce cadre-là, avant la discussion, eh bien, se rappeler quelque peu les avantages fiscaux qui sont attachés à cette adhésion, pour se demander, non pas s'ils sont légitimes, puisqu'ils sont dans la loi, Mme Mangas me le rappelait tout à l'heure, et mon propos était donc erroné, mais pour se demander si ces avantages correspondent bien à la contrepartie de la sécurité fiscale. J'ai évidemment déjà rappelé l'absence de majoration de 25%, mais vous avez une petite réduction d'impôt qui est susceptible d'être apportée pour les personnes qui souhaitent entrer dans le régime réel alors qu'ils pourraient ne pas y être. C'est une incitation à la meilleure connaissance des revenus. C'est aussi la question, quand on adhère, quelquefois on n'a pas, avant d'adhérer, tout à fait respecté ce que l'on devait faire. On peut révéler spontanément pour vos adhérents les irrégularités, donc ce n'est pas quelque chose qui n'est pas intéressant. Et puis vous avez la réduction du délai de reprise de l'administration qui était de 3 ans et qui ramenait à 2 ans. Mais si on fait un tout petit peu d'histoire, ces délais de reprise, et c'est un petit peu ma conclusion, vous passez la parole, c'est qu'il y a toujours eu, depuis 40 ans, des périodes au cours desquelles il y a des questions, des questionnements. Et je me souviens qu'en 1983, dans la loi de finances de 83, alors que déjà on avait des délais de contrôle, de prescription, comme on dit dans notre langage, de 2 ans, eh bien, ils ont été portés à partir de 83 à 4 années, puisqu'à l'époque c'était 4 ans. Et on voit bien qu'il y avait eu une inquiétude de la part des pouvoirs publics, puis ensuite on est revenu en arrière, puisque maintenant on a considéré que ce contrôle des centres, entre guillemets, était de nature à sécuriser. Eh bien, à l'époque, on ne pensait pas la même chose. Il y a 30 ans, on pensait que ce n'était pas utile de réduire le délai de prescription. Et heureusement, c'est revenu. Donc voilà un petit peu toutes les questions que je pouvais évidemment évoquer avant de passer la parole, évidemment, à Christine Mangas. Parce que Christine Mangas, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est la responsable de la tutelle. Elle est donc responsable et coupable de toutes les instructions qui ont pu être évoquées dans ce domaine. Hein. Elle est celle qui exige pour la sécurité fiscale qu'un certain nombre d'informations soient fournies, celle qui donne des indications, mais celle en même temps qui est sans doute la mieux placée ou très bien placée pour apprécier si ces centres améliorent le service fiscal, si ces centres assurent correctement la sécurité fiscale du point de vue de l'administration. Et Christine, pardonnez mes propos quelque peu provocateurs, mais si vous pouvez répondre à ces petites questions pour informer nos auditeurs. Bien, merci Monsieur Cossin. Bonjour à tous. Préalablement, je voudrais profiter de l'occasion d'être parmi vous pour publiquement remercier Christiane Compagnie de nous avoir invités à ce congrès. Chaque année, nous y participons avec grand plaisir. Je n'y suis pas personnellement toutes les années, mais c'est vrai que ces invitations et notre participation traduisent la qualité de nos relations. Je crois que c'était important de le dire, donc merci Madame Compagnie de nous avoir invités à cette manifestation qui effectivement est très importante pour vous tous et pour nous aussi, parce que c'est l'occasion de vous rencontrer.
Alors, M. Cossin et Christiane Compagnie, préalablement, l'avaient rappelé. C'est vrai que nous sommes dans un environnement économique qui est particulièrement complexe. C'est un environnement économique qui est mondialisé. Et nous le savons tous, la loi fiscale, c'est un instrument de politique économique. Et dès lors, la loi fiscale, elle n'est pas stable. Elle bouge, elle évolue. Alors, dans ce cadre-là, effectivement, dans une loi fiscale qui est en perpète évolution, eh bien, tous, vous, les centres, vont avoir besoin de sécurité juridique dans ce contexte de mondialisation, de complexité et de concurrence. Je crois qu'il faut le dire, on est dans un environnement qui est fortement concurrencé. Alors, bien évidemment, la préoccupation de la sécurité fiscale est partagée par l'administration, est partagée par l'entrepreneur, le contribuable pour nous, l'adhérent pour vous, et le centre de gestion agréé, le CGA, je vais prendre l'abréviation, a toute sa place entre l'administration fiscale et l'adhérent, l'entrepreneur. Alors l'entrepreneur, il y en a dans la salle, eh bien, il a la volonté d'entreprendre. Le nom, il porte bien son nom, l'entrepreneur. Il a la volonté d'entreprendre. Et il a la volonté de faire prospérer son entreprise. Je suis bien placée pour savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, tombent en procédure collective chaque année. Donc aujourd'hui, dans cet environnement un peu instable, l'entrepreneur, il a besoin d'être accompagné. Il a besoin de sécurité juridique et fiscale. Et s'il n'y a pas cette protection, on peut craindre une fracture juridique. Parce que d'un côté, il y aura les grosses entreprises qui, elles, vont bénéficier de tout l'accompagnement juridique et fiscal dont elles ont besoin. Et puis, d'un autre côté, il y aura les petites entreprises, les très petites entreprises. Et comme nous sommes à La Rochelle, je vais faire une image. L'entrepreneur, c'est le navigateur solitaire. Et il est au milieu de la tempête. Alors la tempête, ce n'est pas forcément une tempête déchaînée, mais il est au milieu de l'océan, et l'océan est quand même assez agité, puisque dans cet environnement, on a un risque fiscal qui est omniprésent. Alors, le centre de gestion, eh bien, par le rôle qu'il va jouer, il va éviter cette fracture juridique. Alors, bien évidemment, toutes ces missions, et M. Cossin les rappelait brièvement, vont contribuer à cette sécurité fiscale dont a besoin l'entrepreneur. Alors, parmi toutes les missions qu'exercent les centres de gestion agréés, il y a les missions non fiscales, et puis il y a les missions fiscales. Alors, les missions non fiscales, dans l'environnement que nous rappelions, elles sont essentielles. La formation, l'information. Aujourd'hui, pour l'entrepreneur, et face à la complexité, même si aujourd'hui il y a bien sûr une ambition partagée de simplifier la loi fiscale, mais cette ambition, on l'a tous, et on sait qu'aujourd'hui, le constat, c'est qu'elle est encore complexe. Alors notre entrepreneur, eh bien, dans l'information et dans la formation qu'il pourra trouver auprès des centres de gestion, ça va lui permettre de renforcer sa compétence, et c'est pour lui un levier de développement économique. Autre mission très importante, tout ce qui est gestion, le dossier de gestion que vous établissez pour l'entrepreneur, c'est primordial. Ça va le permettre de se situer, de voir comment il est placé, quelle est la situation économique de son entreprise et quelles sont les actions qu'il doit entreprendre pour améliorer sa gestion, pour améliorer le résultat d'exploitation. Et puis, autre mission particulièrement importante, la prévention des difficultés économiques. Aujourd'hui, plus de 50 000, et je crois qu'on est presque à 60 000 entreprises qui sont en procédure collective. Donc la prévention des difficultés économiques, c'est un enjeu vital. Et ça, les centres de gestion sont là pour détecter, et la détection se fait en amont. Et on sait que plus ces difficultés sont détectées en amont, et plus elles peuvent être réglées. Donc vous avez la lourde responsabilité d'orienter l'entrepreneur vers le bon interlocuteur de façon à régler ces difficultés. Donc on voit bien que toutes ces missions non fiscales contribuent à la sécurisation dont a besoin notre entrepreneur. Et puis il y a les missions fiscales. Alors là, c'est un domaine effectivement sur lequel nous avons beaucoup échangé. Monsieur Cossin les rappelait, tous les travaux d'aide à l'établissement de la déclaration, tous les conseils que vous fournissez.
Et puis il y a également tous les travaux de contrôle formel des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, plus récemment des déclarations de résultats et plus récemment les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Et puis l'examen de cohérence et de concordance, tous ces travaux de rapprochement des différentes déclarations qui permettent dans certaines situations de demander à l'adhérent de fournir une déclaration rectificative. Et là, on est en plein cœur de la sécurisation fiscale. Le compte-rendu de mission que M. Cossa a évoqué, qui retrace ces travaux et qui permet à l'adhérent d'avoir des déclarations d'une qualité supérieure à ce qu'elle pourrait être. Donc je crois que vous l'avez compris, toutes les missions des centres de gestion agréés, des organismes agréés de façon générale, contribuent à cette sécurité fiscale dont a besoin notre navigateur solitaire. Parce qu'effectivement, la petite entreprise, son objectif, c'est faire prospérer son entreprise. Elle a donc besoin d'être accompagnée. Et cet accompagnement-là, c'est vous qui l'apportez. Voilà, si je pense avoir répondu à votre question. Tout à fait. Mais j'aurais une autre question, si vous permettez. Tout ce que vous venez de dire, et je crois que tout le monde sait